Je vous propose une lecture des lettres de Vincent van Gogh à son frère Théo. Les extraits que j'ai choisis sont issus de 6 lettres écrites au cours de l'année 1882. On y lit la souffrance mentale de Vincent, ses interrogations sur la vie et sur l'amour. Sans plus tarder, commençons. Ce que j'appréhendais quand j'ai écrit ma dernière lettre est arrivé. J'ai été vraiment malade, la fièvre et l'énervement m'ont cloué au lit durant 3 jours. Des migraines tenaces et par-dessus le marché, des rages de dents intermittentes. Mauvais passé me voir et nous avons conclu à nouveau que je ne devais pas perdre courage. À ces moments-là, je m'en veux de n'être pas capable de faire ce que je voudrais. J'ai alors l'impression de me trouver pieds et mains liés, impuissant à entreprendre quoi que ce soit, perdu au fond d'un puits profond et obscur. Ça va déjà un peu mieux. Je me suis levée hier soir pour bricoler et mettre de l'ordre à droite et à gauche. Lorsque mon modèle est arrivé ce matin, je ne l'attendais pas. Mauvais moi, nous l'avons fait poser et j'ai essayé de dessiner. Je ne suis pas encore remis ce soir. Je me sens mal à l'aise, vraiment malade. Encore quelques jours de repos et je crois que j'en serai quitte, sans devoir craindre une rechute à condition de me ménager. Dans ses lettres, Vincent parle à son frère d'anecdotes de la vie courante, mais aussi de son métier de peintre et ses interrogations à ce sujet, ainsi que sa situation financière. La peinture est un métier qui permet de gagner assez d'argent pour vivre, aussi bien que le métier de forgeron ou de médecin. En tout cas, un artiste est tout le contraire d'un rentier. Et je prétends qu'il y a plus d'analogies entre ce métier-là et celui de forgeron ou de médecin, si l'on veut à tout prix chercher une comparaison. J'en suis arrivée au point de réussir chaque semaine un dessin, comme je n'étais pas capable d'en faire un seul auparavant. C'est à quoi je pensais quand je disais que j'avais l'impression de retrouver ma jeunesse. La conviction que rien, si ce n'est la maladie, ne peut m'enlever cette force commence à se développer en moi. Cette conviction me permet d'envisager l'avenir avec courage et de supporter dans le présent bien des désagréments. Pendant la période de ses lettres, en 1882, Vincent a vécu à La Haye avec une femme nommée Sienne, qui avait une fille et était enceinte. Elle a accouché au cours de l'année 1882. Vincent exprimait dans certaines lettres son affection pour elle et pour les enfants, et dans d'autres son manque de confiance en elle et en leur avenir. Vincent a quitté Sienne en 1883 pour aller peindre dans la province de Drenthe, aux Pays-Bas. Sa relation avec Sienne n'était pas acceptée par sa famille et par ses proches. Après leur séparation, elle est retournée à sa vie de couturière, femme de ménage et prostituée. Elle s'est ensuite mariée et enfin s'est donné la mort à l'âge de 54 ans, 14 ans après la mort de Vincent. Tu me demandes des nouvelles de ma santé. Mes malaises de l'an dernier ont complètement disparu, mais je suis déprimée pour l'instant. À d'autres moments, lorsque mon travail avance, je me sens dispo. Je suis comme un soldat qui ne se sent guère à sa place au cachot et se demande « Pourquoi m'avoir enfermé dans ce trou alors que je serais mieux à ma place dans les rangs ?» Quelque chose me pèse, car je sens en moi une force que les circonstances ne me permettent pas de développer normalement. La conséquence en est que je suis souvent malheureux. Je suis le théâtre d'une lutte intérieure. Je ne sais plus ce que je dois faire. Le problème n'est pas aussi facile à résoudre qu'il le paraît au premier abord. Des hommes du genre employés, qui ne seraient pas montés à la surface à une époque difficile mais noble, arrivent à s'imposer. C'est ce que Zola appelle le triomphe de la médiocrité. Des coquins et des nullités occupent la place des travailleurs, des penseurs et des artistes, et l'on ne s'en aperçoit même pas. Le public, oui, il est mécontent à certains égards, mais il applaudit quand même au spectacle de la réussite matérielle. Il ne faut pourtant pas oublier que ces applaudissements-là ne sont que feu de paille. Ceux qui applaudissent aiment surtout faire du bruit. Il y aura un grand vide et un véritable silence, le lendemain de fête et beaucoup d'apathie après tout ce tintamarre.
Je me suis trouvée mal ces jours derniers. Je crains de m'être surmenée, et cette lie du travail, toutes les séquelles du surmenage, est fort fâcheuse. La vie reprend alors ses couleurs d'eau sale, elle ressemble à un monceau de cendres. En ces moments-là, on aimerait avoir un ami auprès de soi. Une présence pourrait dissiper ce terne brouillard. Je me fais beaucoup de soucis concernant l'avenir. Je suis en proie à la mélancolie en songeant à mon travail. Je me sens fatiguée d'impuissance. Mais il est dangereux d'en parler davantage et de broyer du noir à ce sujet. Donc, suffit. Dans les lettres de Vincent, on le lit aussi parler de son avenir et de ses interrogations sur la vie et son sens. Et cela fait écho à son suicide qui aura lieu quelques années plus tard. La vie est un mystère et l'amour en est un autre au cœur du premier. Rester pareil à soi-même, c'est la seule chose qu'on ne fasse pas au sens littéral du terme, tandis que les changements constituent un phénomène comparable au flux et au reflux qui, somme toute, ne modifient en rien la mer elle-même. Comme je m'aperçois de plus en plus que je ne suis pas parfait et que je manque à mon devoir, et qu'il en est de même des autres, on se heurte constamment à des difficultés qui sont tout le contraire d'illusoires, je crois que ceux qui ne se laissent pas abattre et ne versent pas dans l'indifférence parviennent à la maturité, et qu'il faut donc tout supporter pour y arriver. Pourtant, il m'arrive parfois de ne pas comprendre que j'ai à peine 30 ans. Je me sens beaucoup plus vieux. Je me sens vieux chaque fois que je songe que la plupart des gens qui me connaissent me considèrent comme un raté. Il me semble qu'un jour, ils pourraient avoir raison si certaines choses ne changent pas. Quand je dis qu'il pourrait en être ainsi, j'en sens si intensément la réalité que je suis découragée et que toute envie me passe, comme si c'était déjà arrivé. Lorsque je regagne mon humeur normale, plus calme, il m'arrive de me réjouir que 30 années se soient écoulées et qu'elles ne se soient pas écoulées sans que j'aie appris quelque chose dont je pourrais tirer parti plus tard. Je me sens alors la force et l'envie de vivre les 30 années suivantes s'il m'est donné de les vivre. J'aperçois en imagination 30 années de travail sérieux plus heureuses que les 30 premières. Ce qu'il en sera en réalité ne dépend pas uniquement de moi. Le monde et les circonstances ont aussi leur mot à dire. Ce qui dépend de moi, ce dont je suis responsable, c'est de tirer profit des circonstances dans lesquelles je me trouve placé, bon gré mal gré, et de faire de mon mieux pour aller de l'avant. À 30 ans, l'ouvrier se trouve au seuil de la période où il se sent en pleine forme, plein de jeunesse et de courage. Mais il a quand même derrière lui toute une portion de sa vie et il est parfois triste parce que ceci ou cela ne reviendra jamais plus. Avoir quelques regrets déterminés ne peut être qualifié de lâche sentimentalité. Bien des choses ne font que commencer à 30 ans et il est certain que tout n'est pas fini à ce moment-là. Mais on n'espère plus que la vie vous donnera ceci ou cela puisque l'expérience vous a appris qu'elle ne peut vous le donner. On commence à saisir, alors, que la vie n'est qu'une espèce de période de fumage et que la récolte n'est pas de ce monde. Ce qui explique pourquoi on laisse tomber parfois de ses lèvres « qu'est-ce que ça me fait ?» en réponse au jugement du monde et qu'on a un certain droit à laisser choir ce jugement de vos épaules quand il vous pèse trop.